Merci d'être venu dans cet après-midi avec humour et porno, avec Pierre Marteau, il est directeur de la collection BDQ. Alors, avant qu'il ne nous en parle, alors, Monsieur Felder, Francky Ballounet, il y a les deux en même temps. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ex-président directeur général d'Eric Marteau, et en fait, c'est une histoire de rire qui vous a déchu du siège, apparemment. Oui, c'est juste une histoire de comptabilité qui est encore un peu sombre. Ah. Mais oui, il y a eu une espèce de trou dans la compta qui fait que j'ai perdu mon poste de président. Bon. Alors, vous êtes un artiste touche-à-tout, vous êtes édité dans Picsou Magazine, dans Flic Glacial, vous êtes scénariste de la reprise de Guéluron, vous êtes le créateur de l'International Board Art of Self-Rouen, vous êtes un chroniqueur grolandais, mais vous aussi, vous êtes directeur de collection de BDQ. On en parlera. Je crois que je n'ai à peu près rien oublié. Vous n'avez rien oublié, Si, et comme vous acteur pouvez aussi. constater, je suis quelqu'un qui a très faim. Alors, si M. Ciseaux, si Fred Felder semble avoir une double vie, vous les multipliez. Vous êtes un des pionniers de la bande dessinée numérique. Vous êtes un remixeur d'images, d'où votre pseudo Ciseaux. Vous créez avec Winchlus et Felder, donc entre autres ferrailles illustrées, et vous avez réalisé des films d'animation. Oui, c'est ça. Raging Blues, on peut commencer peut-être. Oui. Enfin, on va pas les citer, hein, c'est pas le problème. Il y en a Voilà. que deux en même temps. Il y en a quelques-uns. Ouais. Et donc, vous nous avez amené pour parler de BDQ un petit PowerPoint. Oui, tout à fait. Ça vient avec le package Microsoft Office 2008. Donc, je suis désolé, je vais devoir lire parce que avant de commencer, nous aimerions faire un rapide rappel des faits en ce qui concerne notre petite mais vigoureuse collection BDQ. C'est l'image 1, donc c'est bon. C'est bon? Oui, c'est Ah bon. non. Ça, c'est l'image 1. Non, reviens en arrière. Hein? Ok. Ça, c'est bon, c'est la première image. Donc, tout commence en 2008. À l'époque, Ciseaux et Felder découvrent qu'ils ont deux passions communes, le cul et la bande dessinée. Mais comment combiner ces deux hobbies? Image 2. Lisa Mandel, qui partage leur espace de coworking, suggère de créer un espace sur Internet dédié à la fusion de ces deux idées. Après plusieurs jours de tempête de cervelle, un nom est choisi, BDQ. Et c'est un petit lapin espiègle avec une grosse gaule qui en sera la mascotte. 2009. Un an plus tard, force est de constater que Ciseaux et Felder ne savent toujours pas manier ni faire des sites internet. Mais leur ténacité est légendaire. Ils changent de business plan et BDQ existera, mais sous forme de livre. Bien décidés à s'en mettre plein les poches, ils ne proposent pas leur projet au requin-marteau, mais font le tour des gros éditeurs qui, fort intéressés, hésitent à se lancer. 2010. Le choix n'est plus une option. La collection voit le jour chez les requins-marteaux. Ciseaux et Felder imaginaient des orgies romaines. Ils n'obtiendront que des conditions spartiates. La déception est grande, mais leur ambition aussi. Faute de chatte, on mange des bites. Ce n'est pas la première fois qu'ils partent de rien. Qu'importe, le premier opus de la collection Comtesse d'Aude Picot est un véritable chef-d'œuvre qui se vendra à plusieurs milliers d'exemplaires. 2011. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais une victoire est une victoire. 05. Nos deux directeurs de collection prennent une année sabbatique afin de mieux se focaliser sur leur avenir et de challenger leur méthode de management en se confrontant à de nouveaux process éditoriaux culturellement différents. Ils enfilent les villes les unes après les autres à une allure effrénée. Bornéo, Salt Lake City, Saint-Malo. De ces voyages, ils ne rapporteront pas uniquement des coups de soleil sur les fesses, mais aussi la détermination d'emmener BDQ au firmament. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gagner un prix à Angoulême. 2012. Au prix de tractations honteuses de dessous de table, d'enveloppes, mais surtout de pots de vin, la collection BDQ gagne sa première récompense avec Teddy Beat de Morgan Navarro. Il ne s'agit ni plus ni moins du prix Audace, rebaptisé prix Chaudasse par notre régie publicitaire, pour des raisons évidentes de marketing. Art Spiegelman, qui sera président du jury et du festival, déclarera « C'est le plus bel album qu'il m'ait
t'était donné de lire. Tout dans ce livre est parfait. La dramaturgie, les perspectives, les boobs. J'aurais voulu que ce livre gagne le Grand Prix, mais le reste du jury a eu trop peur. C'est surtout qu'on ne pouvait pas soudoyer tout le monde. 2013. La presse s'empare du phénomène. L'équipe des requins-marteaux se met en branle. Rien ne pourra plus arrêter son rouleau compresseur médiatique. Autant d'articles qui contribueront à l'essor de BDQ. 2014. Aucun document disponible. 2015. Aucun document disponible. 2016. Aucun document disponible. 2017. Lors de la soirée Feu au cul, une grande fête organisée pour tous les auteurs, les locaux brûlent après qu'un des directeurs de la collection, ce n'est pas moi, ait enflammé son sexe avec de la tequila, juste à côté des originaux de Morgane Navarro. L'incendie est terrible et ravage tous les locaux, notamment celui où se trouvaient les archives de 2014, 2015 et 2016. 2018. Nous sommes à la recherche de nouveaux locaux et de moyens ingénieux pour les financer, pour financer le remboursement des originaux brûlés. Plusieurs pistes sont évoquées, parmi elles proposer des expositions de photocopies ou encore faire des conférences dans des festivals de bande dessinée. Voilà pour l'introduction. Donc la rencontre peut commencer. On y va, on est chaud là. Tout de suite une première question. Voilà, tout à fait. Alors, finalement, la première question, c'est sur votre expo. Parce que l'exposition que vous montrez est toute nouvelle. Sexpo. Voilà. On dit une sexpo, nous. Une sexpo. Excuse-moi. Donc, il y a eu les bureaux de la rédaction et là, c'est l'agence de publicité. Alors, pourquoi ce lever de voile ? On avait envie de se faire plaisir et puis montrer un petit peu. On parle toujours des auteurs de BDQ, mais on ne parle pas jamais de nous. Donc, du coup, on voulait mettre un petit coup d'éclairage sur notre travail dans BDQ. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, dans BDQ, on a agrémenté chaque volume de la collection de petites publicités qu'on fait ensemble. Voilà. Avec chaque fois des détournements d'ailleurs. Oui, enfin, c'est surtout pour se faire plaisir. Hein. C'est pour ceux qui ont vu l'expo, c'est des jeux de mots grossiers. Voilà. Ça réduit considérablement le prix du livre aussi, de mettre toutes ces publicités. Ouais, c'est ça. Mais alors, à chaque fois, on reste dans l'optique de requins-marteaux. Certes, il y a l'édition, mais il y a aussi tout un univers de spectacle, d'événementiel. Oui, car très vite, nous nous sommes aperçus que juste proposer des livres, ça ne suffisait pas. Il fallait offrir du contenu. Donc, sortir des sentiers battus des livres et des planches d'exposition, créer un petit peu d'événementiel, justement comme ça, pour réattirer le lecteur vers nos livres. En fait, c'est la suite logique parce que avant de lancer BDQ, on avait terminé une histoire qui s'appelait Ferraille illustrée, dans laquelle on était rédacteur en chef, et donc du coup, on avait travaillé avec des auteurs. Et on est un petit peu, en lançant cette collection, c'était un petit peu la continuité de Ferraille, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit de corps, mais aussi il y avait tout ce que nous on mettait dans Ferraille. Donc on a continué à exploiter. Alors c'est vrai qu'il y avait des expos aussi avec Ferraille, il y a eu le supermarché Ferraille, il y a eu plein de choses. Donc finalement on continue à faire ce qu'on sait faire, et c'est pourquoi. Vous êtes les directeurs de cette collection. Quel est votre rôle ? C'est un rôle parfaitement, des rôles qui sont parfaitement attribués l'un et l'autre. On ne fait pas du tout la même chose. On drague des auteurs déjà. Déjà, parce que les auteurs, il faut les draguer. Il faut les draguer, surtout. Ils ne sont pas tous envie de faire du cul. Même maintenant, parce que ça fait presque 10 ans que la collection existe, il y a 18 titres quand même. Ouais. Non, mais il y a des auteurs qui n'ont pas envie de faire de cul, en fait. Ouais. Mais nous, on pense qu'ils peuvent faire quand même quelque chose. Donc parce que je rappelle, j'ai l'impression que c'est presque une charte. C'est-à-dire que cette collection permettra aux auteurs d'explorer leur libido en toute liberté, tout en se confrontant à l'exercice imposé de la pornographie. Donc vous dites finalement que les auteurs de bande dessinée n'ont pas ou non plus de libido. Alors c'est une libido qui est un petit peu cachée, très internalisée.
Et alors au début, on connaissait que des auteurs hommes, évidemment. Je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la bande dessinée encore. C'était une drôle d'époque. Et en tout cas, tous, on les a toujours vus, que ce soit du plus intello au plus coquin de tous, toujours dessiner des petits trucs cochons, des petits dessins cochons. Donc on sait que chaque auteur, et forcément n'importe qui dessine des trucs de sexe, soit pour soi, soit en secret, soit pour montrer à ses cousins. Et ses cousines. Et parfois ses cousines. Et donc on savait qu'il y avait du terreau, il y avait une espèce de petit... Il y avait un petit terrain inexploré. Et on s'est dit, on va leur demander d'aller faire un tour par là. Alors, oui, puis c'est aussi un genre qui peut être juste un genre, mais aussi qui fait appel à l'intime aussi. Parce qu'il y a des gens il y a des auteurs qui prennent ça comme une façon de se raconter. Ou je sais pas. Et puis Lionel, je pense qu'il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. À l'époque, la bande dessinée pornographique, c'est vraiment ce qu'il y a de pire avec la bande dessinée d'Heroic Fantasy. En gros, pour les auteurs, on va dire, indépendants, un peu cool, pour tout ce qui est un peu bon goût alternatif. Là, c'est pour ça qu'on aura envie d'aller... Je me permets de te couper, parce qu'en fait, si tu dis que le pire, c'est la bande dessinée d'Heroic Fantasy, ça tombe mal, parce que Olivier Texier vient de sortir Heroic Fantasy. Mais quand je dis mal, moi j'adore l'Heroic Fantasy, évidemment. Mais en tout cas, dans la sphère du bon goût, on n'est pas censé aimer ça. C'est vrai qu'on pourrait lancer alors que dans l'alternatif, à l'époque, il y a les choses de bon. C'est que si vous voulez, c'est un peu la différence entre les nuls et les inconnus. Vous voyez ? Sauf que sur la longueur, les inconnus, c'est bien meilleur. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est considéré comme un super sous-genre. C'est de la BD de gare. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller spécifiquement sur ce format de livre. Ouais, justement, la source de cette BD de gare vient des éditions Elvira. Ouais, c'est ça. Les éditions Elvira, pour ceux qui ne connaissent pas. Les éditions Elvira, c'était des livres du format de BDQ, parce qu'on ne fait que reprendre le format d'Elvira. Pas Elvira, Elvifrance, c'était. Et donc, du coup, c'était de la bande dessinée italienne à la base, qui a été après. Parce qu'en Italie, il y avait toutes sortes de BD. Il y avait de western, plein de BD de genre. Et il y avait aussi des BD de fesses, notamment dans les années 70, une période bénite pour les pornocrates. Et donc, du coup, nous, on a bêtement relancé un peu ce genre de petits volumes, quoi. Alors, tous les deux, vous avez quand même des univers complémentaires. Pourquoi ne pas avoir fait un BDQ ? Ah, nous deux ? Oui. En fait, on y a pensé à un moment donné, mais on a pensé faire le dernier BDQ. C'est peut-être ce qu'on fera peut-être un jour. Ouais. Mais en fait, non, pour l'instant, on aime bien. Non, honnêtement, c'est trop de travail. C'est beaucoup trop de travail. Puis c'est très mal payé. C'est très mal payé. Parce que c'est ça qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parlait de drague des auteurs, on opère avec, on n'a pas du tout de moyens. Ouais. Donc c'est vraiment sur la séduction pure. Ouais. Parce que le directeur de collection, c'est mieux payé ? Non, alors déjà, mais parlons pas d'argent tout le temps. On est en France quand même. Est-ce qu'on peut poser un voile pudique sur tout ce paquet de fric, s'il vous plaît ? Non, c'est juste que les conditions. Il y a déjà une question. Les conditions pour les auteurs, on va prendre tout de suite les questions d'un auditeur, mais les conditions pour les auteurs, elles sont terribles chez nous. C'est-à-dire que à la base, la première salve, ils étaient payés à la fin de l'exercice financier. C'est-à-dire qu'ils ne recevaient pas d'avance, etc. Après, on s'est bagarré, enfin surtout Lionel, parce que moi, il s'est bagarré pour que les auteurs aient 2000 balles à la livraison des planches, même pas en avance. Donc c'est quand même des conditions qui sont assez horribles. Conditions qui à l'époque étaient horribles et qui deviennent les conditions des gros éditeurs maintenant. Ce qui nous fait dire qu'on a un petit peu un peu d'avance. On a toujours une longueur d'avance en fait. Première question peut-être ? Oui. Merci. Bonjour. Si vous parlez de draguer les auteurs, aujourd'hui il y a une expo, etc. BDQ, c'est connu, c'est reconnu. Mais la première, Aude Picot, comment vous l'avez eue ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Aude, on va faire une BDQ, tout ça, ça va être super. Tu vas dessiner des pénis sur la couverture. Vous l'avez abordé comment ? En fait, la
première fois qu'on a évoqué de faire une collection de bandes dessinées de cul, c'était avec Lisa Mandel. Oui. Lisa Mandel, qui était une copine de Haute Picot. Et puis voilà, je crois que toi, tu tenais absolument à commencer par une femme. Oui, voilà. Alors, c'était... Là, tout ça, c'est de la cuisine interne, mais en même temps, qui va parler de tout ça après, on s'en fiche. C'était aussi en prenant... Alors, Aude, c'est quelqu'un dont, moi, personnellement, le dessin me... Enfin, je suis bé d'admiration. C'est comme Blutch ou des trucs comme ça. C'est des dessins qui me transportent. Et on la connaissait, donc ça, c'était déjà un avantage. Et ensuite, c'était même si on l'a pas dit, on l'a jamais dit clairement, c'était aussi de dire on va faire de la BD de cul, mais attention, c'est pas un truc où les mecs arrivent et c'est un gros truc de BD de mecs pour des mecs, etc. C'était aussi de pouvoir mettre un ton directement en disant ça. Oui, c'est de la BD de cul, mais quand même. C'est vrai qu'elle a posé, tout de suite déjà la barre. Elle a mis la barre très haute. Très bien dessinée. Et donc du coup, il y a 3 erreurs de perspective maximum dans son livre. 3. Et donc du coup, voilà, elle a mis la barre haute. C'était une femme. Elle n'a pas fait un truc trop vulgose. Et elle a vraiment fait dans la dentelle. Ça, je crois qu'on peut le dire. Et donc du coup, voilà, c'était une bonne idée de commencer par elle, je crois. Ouais. C'était même une excellente Et idée. ça reste une des auteurs les plus talentueuses qui n'est pas assez reconnue à notre goût aujourd'hui. Voilà. Peut-être une seconde question. Même si c'est pas encore le moment des questions, parce qu'on est en pleine conférence des compteurs. Ouais. J'ai l'impression que les gens ne respectent pas trop les codes ici. C'est une conférence sur BDQ. Cher Felder, on va pas commencer à donner dans le conformisme, ça m'étonne de vous. Monsieur Ciseaux, bonjour. Bonjour. Cher Felder, bonjour. 2 questions peut-être. La première, on a déjà vu que... une, même tout de suite 2. Ouais, parce que je suis un garçon excessif en fait. On a vu que plusieurs fois les archives avaient brûlé, donc en tant que directeur de publication de collection, comment vous avez vécu ces périodes-là? Est-ce que vous étiez obligé de donner votre personne pour compenser ce manque d'archives? Première question. Et juste pour conclure, des fois les auteurs de BD, faut les emmener vers la bande dessinée de pornocrates, pour reprendre les mots de Ciseaux. Ou est-ce que c'est aussi que certains, et là je pense qu'on a un bon exemple avec Sir Guillaume, certains auteurs ne sont pas forcément formatés ou ayant les compétences graphiques, on va dire, pour vraiment faire une BD de cul, soyons clairs. Ouais. Alors pour les archives, je laisserai répondre Fred. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question sur les archives. Comment on s'en est sorti après tous, après que nos archives aient brûlé. Les assurances, tout simplement. Mais pour ce qui est vous parlez de l'émoi par rapport à la lecture, c'est-à-dire est-ce que ça fait bander en fait, c'est ça? Ou est-ce que ça excite en fait, plus simplement? Non, c'est plutôt d'aller chercher des auteurs auxquels on ne pense pas, les confronter au genre, c'est ça? Ouais. Oui, excitant. Ouais. Après ça le truc de l'excitant ou du bandant, en fait, moi je me pose plus à cette question parce que vu qu'on n'a pas tous les mêmes sexualités, qu'on ne bande pas tous devant les mêmes choses, donc du coup il y a des gens qui bandent pas, d'ailleurs, qui apprécient certains dessins et d'autres moins, et vice versa. Lionel, Ciseaux, vous voyez que c'est une question piège. Vous ne sentez pas? Donc non, je sais pas là. La question, et je vais déminer le terrain. En fait. Là, on va voir uniquement des auteurs qu'on aime, et dont on aime le travail. On ne sait pas du tout si c'est possible qu'ils fassent du cul, mais la première volonté, c'est d'aller travailler avec quelqu'un dont on aime le travail. Après, quoi que ça donne un peu, on s'en fiche un petit peu. Parce oui, c'est vrai. Oui, déjà, non, mais on sait que ça sera. Si on les aime, on sait que ça sera bien. Voilà, on demande à des gens dont on admire le travail ou dont on aime simplement le travail, de s'exprimer sur ce sujet-là. Souvent, ça marche. Ça a toujours marché, en fait. Ouais. Bouzard, excusez-moi, c'est assez excitant, quand même. c'est surtout drôle. Et puis Bouzard, ça se sentait qu'il avait envie de faire ça, en fait. Ah, ça dépend. Écoutez... En même temps, il dit lui-même qu'il ne sait pas dessiner un bras. Donc, je sais pas... Moi, j'aime bien, par exemple, Nathalie, la petite hôtesse de l'air, c'est le pastiche coquin cochon de Natacha. C'est pas méga bien dessiné, et pourtant, je peux vous dire que ça me met dans tous mes états. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un dessin
hyper léché. Par exemple, on nous confie la moitié de la rédaction peut-être pas à l'avenir, mais on nous a confié sur les 2 spéciales Q de Flux Glacial, on nous confie la moitié du choix des auteurs. avec, dans le cahier des charges, il faut que ça soit bien dessiné. Alors, maintenant je peux le dire parce qu'on va se faire bien, mais on a toujours pensé que c'était une erreur parce que l'émoi avec un dessin vient pas forcément de la dextérité ou de la façon de dessiner les muscles, ou le muscle, comme on pourrait Mais dire. quelles sont les contraintes Imaginons, je suis auteur, vous aimez bien. Il n'y a pas de contrainte en fait. Alors là, il y a une grosse contrainte. Il va falloir que tu fasses le bouquin 120 sans pages. fric. Il faut que tu fasses 120 pages au minimum. C'est 120 pages, ça leur fait vachement peur, Ouais, mais ça fait beaucoup. comme il y a 2 dessins par case, en fait. Bon. Ouais, Non, mais c'est petit format, c'est pour éviter que ça soit trop. N'est-ce pas frustrant de se tranquille. dire qu'un livre créé en plusieurs mois sera lu en 1 minute d'une seule main, à moins qu'on mette plus de temps, et s'il est créé d'une main aussi? Mais vous pouvez dire ça de la Bible en BD si vous voulez. Donc, Alors, on peut dire ça de BD, plein ça- de trucs. Le cinéma aussi. Il y a des gens, ils mettent 2 ans à faire un film, en 1 semaine, c'est plié. Ils sans sont- compter les gens qui ils se font regardent les films en descendre et puis accéléré. voilà. Donc, Donc bon, ouais, c'est Mais c'est- toutes les BD, malheureusement, ça c'est se le. c'est pour ça qu'il y a des gens, comme Bastien Vives, dont on est vraiment hyper fan du boulot. Lui, ça lui met pas longtemps pour réaliser son album. Et donc, mais on connaît d'autres gens, on va pas les citer, aussi peut-être Blotch ou des choses comme ça. Ça leur met entre 3 et 6 ans pour faire un livre. Et un livre, de toute manière, même le plus long à lire, Ouais, ça c'est va quoi quoi, être demi-heure, Ouais. max. Mm. Et encore. Justement, en parlant de Bastien Vives, le rire est le propre de l'homme, Je sais pas si on est mais allé au certaines bout du publications truc, font grincer des dents quand même. Je vois pas de quoi vous parlez. Bastien Vives a quand même fait parler, Oh. a fait couler de l'encre. Pas chez nous. Je sais pas. Chez Nous, un autre éditeur. nous, il fait pas mais chez couler nous, beaucoup d'encre, hein, malheureusement. On aurait préféré, mais Nous, on pensait vraiment qu'on pensait qu'on allait se faire partir en défendre, tonne et attaquer et tout, tout. mais il s'est rien passé. les Rocamarteau ont même hésité à publier et tout ça, mais finalement, non. Non, il n'y a rien. Non. Chez nous, il n'y a rien. Chez nous, il n'y a rien. On est trop sous les radars, en fait. On ne voit pas. C'est triste. Est-ce qu'on peut quand même parler des fausses publicités, des illustrations humoristiques de Bernard Catou? Et donc, et en même temps de vous, puisque vous êtes un... Voilà, dedans. c'est Bernard Catous. Il Bernard. faut resituer qui est Bernard Catous. C'est un des fondateurs de Rocamarteau. Ouais, c'est un des Et, premiers. lorsqu'ils voilà. étaient à Et c'est- Albi. et C'est un une Albi. C'est sorte- toujours un albigeois. Voilà, Parce que et la c'est- plupart des gens d'Albi partent jamais d'Albi en général. Donc il est toujours là-bas. Et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on aime beaucoup Ouais. travailler, parce que on lui demande, on lui dit, voilà, Nanar, fais-nous tel dessin. Et il nous le fait de 10 fois mieux que ce qu'on pouvait imaginer. La première aventure avec Bernard commence à Ferraille, où Ouais. c'est lui qui va incarner le fils de Monsieur Méron. Ah oui, c'est vrai qu'on a travaillé avec lui dans qui Ferraille. nous force à passer les BD de son fils. Et donc, chaque numéro de Ferraille, on va lui demander de faire une BD dans un style 13, manga, etc. Et à chaque fois, c'est un gars, il sait tout faire. C'est un super artisan de la bande dessinée. Et qui n'est pas du tout chiant par rapport au fait est-ce que je suis vraiment un artiste ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui Ouais. arrive à dessiner Il se pose pas de sans questions, mettre il trop d'ego. Voilà, ni de. Alors maintenant, après 8 ans d'existence, et donc, comme je le disais, de 18 tomes, est-ce que la vie sexuelle des auteurs qui ont participé, est-ce que leur vie sexuelle va mieux? Bah, écoutez, je sais pas s'il y a des gens qui. Je pense pas qu'elle est mal en fait, mais peut-être, je sais pas. La vérité, Lionel, c'est que Ciseaux, pardon, excusez-moi. Mais... Alors, si Bon, je attendez, prends- je vais si quand même répondre à cette question. Oui. Je sais pas, vous faites le festival de Saint-Malo, est-ce que vous faites le festival d'Angoulême? Certains d'ici. Vous le faites un peu? Angoulême, c'est pour certains auteurs, c'est la seule période de l'année où ils peuvent se reproduire. C'est quand même... Donc, c'est des gens qui. De toute façon, ça n'a jamais été un métier très glam, hein, ce métier-là. Donc, je ne pense pas que c'est améliorer leurs conditions. Non. Alors, si je reprends la charte, la plupart des dessinatrices et dessinateurs ont une libido surdéveloppée, mais une vie sexuelle quasi inexistante. Donc, justement, est-ce que cette publication leur permet d'avoir une vie sexuelle? Non, mais de toute façon, c'est passé un certain âge. Le sexe, c'est. Alors, en fait, plus ça va, et plus on demande à des jeunes de faire des albums. Alors peut-être qu'on peut y voir, peut-être que les jeunes ont plus de libido finalement que les vieux. Ce qui semblerait normal, a priori. Mais c'est aussi parce qu'ils sont plus faciles à, Oui, c'est surtout ça. à faire travailler dans des conditions Extrême. précaires. Donc voilà. Et maintenant qu'il y a eu quand même du succès, il y a eu quand même
du répondant. Est-ce que les auteurs viennent spontanément ou c'est toujours vous qui invitez Moi, c'est toujours nous qui invitons. Ah non, c'est pas vrai. Non, le dernier en date, qui est pas encore sorti, mais que vous pouvez trouver sur le stand de Super Loto, qui s'appelle Grande Surface, de Mathias Sarregui. C'est lui qui est venu nous proposer un projet. Ouais. et qui est Alors, très drôle. Merci. Juste pour aller un tout petit peu développer, on a toujours mis un point d'honneur avec Ciseaux, même quand on faisait Ferraille. Allô, 1, 2. À faire le boulot d'éditeur, c'est-à-dire aller chercher. C'est ça qui nous fait plaisir aussi, c'est d'aller chercher comme des petits champignons. Et non, mais c'est beaucoup plus gratifiant que de recevoir une pile de dossiers et de prendre le moins pire. C'est vrai. Voilà. Alors, il y a eu une nuit de la rondelle à Angoulême. Il y a eu une lecture érotique à Bordeaux. Et quel est le programme à Quai-des-Bulles, qu'on appelle BDQ aussi, parce que QDB, BDQ. Ah ouais, cool. Alors, quel est le programme ? Alors moi, je suis à l'hôtel San Pedro, chambre 401. La chambre est jamais fermée à la clé. Généralement, j'arrive vers 2h. Moi, je vais très mal dormir parce que je suis dans la chambre du dessous. Une question peut-être. Ça concerne pas les repas ? Non. Bon. Juste la digestion des repas. Non, franchement, tout à l'heure vous avez parlé un peu de l'historique, la généalogie de Ferraille, Ferraille Illustré, Ferraille Magazine. Et je me posais la question, quelque part, est-ce que dans la psychologie de Monsieur Ferraille au départ, dans son esprit un petit peu capitaliste, individualiste, Revanchard, même. n'y aurait-il pas les prémices en fait de cette collection BDQ ? Ouais, c'est la continuité. Hein. Encore une question piège. Bon, alors ça me concerne pas du tout parce que moi j'ai rien à voir dans l'aventure de Monsieur Ferraille. Non, mais c'est la continuité, ouais. Après Monsieur Ferraille, après Ferraille Illustré, voilà, on fait la collection BDQ. Je sais pas ce qu'on fera après. C'est dans la continuité. C'est la même équipe presque. Oui, vraiment presque alors. Au fur et à mesure de cette aventure, est-ce que la France se décoince ? Parce que j'ai vu plusieurs articles qui parlent de la collection. Il y a Glénat qui ouvre une collection Porn and Pop. Ouais. Alors finalement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un peu défriché ? Ouais, je sais pas. Il y avait, en tout cas, c'est vrai que quand on a fait cette collection, on a eu un bon. De toute façon, le cul, en fait, Fred. Hein, ça fait vendre. Ça fait vendre le cul. Donc du coup, c'est vrai que les journalistes aiment bien. Je sais pas. Ouais, ils s'en canaillent un petit peu là. D'ailleurs, il y a quand même une forme, c'est-à-dire que là, on voit, par exemple, le melon de la colère qui fait penser évidemment au raisin de la colère. On a quand même à chaque fois un univers d'auteur qui est là. Donc, comme vous le disiez, il n'y a pas uniquement le fait que l'homme qui arrive et qui finalement fait le baise. Il y a quand même un univers, il y a aussi des autrices qui sont là. C'était ça, enfin, c'est ça l'intérêt de la collection, je pense, c'est de confronter des auteurs qui n'ont pas forcément, enfin, si on exclut Bastien Vives, c'est des auteurs qui n'ont pas forcément envie d'aborder des sujets comme ça, ou qui n'ont pas pensé, ou qui le fuient même. Voilà, de les pousser à en faire un, parce qu'en leur demandant tu veux pas faire un BDQ plusieurs fois pendant plusieurs années. Ça va relancer ta carrière. Voilà. Et donc voilà, il y en a qui se confrontent à l'exercice, comme Anouk Ricard, parce que par exemple, moi je prends toujours cet exemple d'Anouk Ricard parce que je me souviens la première fois qu'on lui a demandé de faire un BDQ, mais elle comprenait pas. Elle disait mais moi je fais des petits animaux, pas du tout. Asexué presque. Donc du coup, ce qu'on trouvait marrant, c'était justement de voir ce qu'elle allait faire. C'est un peu un exercice de style, mais des fois ça peut donner quelque chose de chouette, quoi. Moi, il y en a deux que j'avoue que j'aime beaucoup. C'est La planète des vulves. Il y a quand même un récit à l'intérieur qui est très drôle. Et puis sinon, il y a aussi le Pit Fighter, qui fait carrément une parodie du jeu Pit Fighter. Ouais, là aussi, avec un humour au 56e degré. Et on trouve tout un univers. Comme pour La planète des vulves, évidemment, moi, ça m'a fait penser à La planète des singes. Donc, je ne sais pas si... Ça parle beaucoup de la France, de la 4e Voilà. République, je crois. Ça,
C'est pas la troisième? La troisième. Voilà. Je confonds toujours. Donc on sent qu'il y a quand même tout un univers qui est très travaillé. Est-ce que vous intervenez? Non, on n'intervient pas. Non. Nous, la seule façon dont on intervient, c'est d'essayer de faire que la collection elle soit un peu variée, que ce soit pas uniquement de la BD d'aventure ou enfin voilà, que chaque livre soit un peu différent et que même des propositions genre comme Berserk et Morisot, moi je trouve ça super parce que c'était pas vraiment de la BD. Ou alors aussi comment elle s'appelle Lionel, j'ai l'impression que vous ne répondez pas vraiment à la question. D'accord, c'est quoi? Vas-y, réponds. Est-ce qu'on intervient sur le travail des auteurs? La réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire que quand on voit que ça déconne dans le récit, ce qui arrive rarement, on leur dit quand même. Enfin, un travail avec toujours la d'éditeur, possibilité qu'ils refusent nos conseils. C'est d'une telle manière qu'ils peuvent pas refuser. Mais on fait ce travail on fait un peu ce travail d'éditeur. Ouais, on fait un travail d'éditeur. Normalement, même. tout éditeur devrait faire, en fait. C'est-à-dire de donner un peu, de donner un avis professionnel. Est-ce que des auteurs ont refusé? Oui. Oh oui, plein. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Blutch. Ah, refuser les conseils ou refuser de faire le livre? Refusé de faire le livre. Alors Blutch, il n'a pas du tout refusé, il a dit oui. Ça va faire 10 ans maintenant. Donc il faut juste avoir le temps, quoi. Faut être patient. Alors apparemment, l'un des prochains auteurs, donc c'était pas Blutch, c'était Frédéric Fleury. Ouais, alors ça, là, c'est un projet qui a mal tourné, justement parce qu'on a deuxième, je crois. On a demandé à Frédéric Fleury de nous faire quelque chose, qui nous a fait quelque chose, mais qu'on n'a pas trouvé. Enfin, on a demandé, on n'était pas satisfait, et donc on a demandé de retravailler. Et voilà, il y a des auteurs qui acceptent, d'autres pas. Enfin, voilà, il fait comme il veut, mais donc du coup, pour l'instant, on est là. Le livre, pour l'instant, ne se fait pas. Alors, quels sont donc il y a le Surface et ensuite. Alors, ensuite, il y a Jiro Ishikawa, un japonais. Parce qu'on est très ouvert. On est très ouvert. Un japonais qui fait des, qui fait des narrations assez, qui fait des BD, mais qui ont peu, sans queue ni tête, si on peut dire, avec pas. Oui, il fait des personnages avec des têtes de gland, ouais. Des têtes de gland et des têtes de vulve. On parlait de ça. Donc ça, c'est la chapelle Cyprine, par Morgane Navarro et Don Guillermo, c'est ça? Ouais, on y est pour rien. Hein. Ouais, parce que franchement, le nom, c'est de très mauvais goût. On n'aurait pas fait ça, nous. Non, parce que voilà, ça, c'est des auteurs qui ont fait une expo à Toulouse. Voilà, c'est quand ça nous échappe le projet un petit peu. Ça, c'est des auteurs toulousains du même collectif qui s'appelle Misma. Donc, c'est Don Guillermo et Delphine Panique. Ouais. Voilà. C'est super Misma, si vous avez l'occasion. Deux auteurs qui ont fait des BDQ chez nous. Je vous invite à lire d'ailleurs Delphine Panique dans la collection BDQ. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'aurais voulu savoir s'il y avait des questions dans la salle. D'autres personnes. Non, évidemment. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. La censure, ça n'existe pas en France. Il n'y a rien qui nous oblige à mettre interdit aux moins de 18 ans, etc. On vit dans un pays hyper libre, peut-être le plus beau pays au monde. Et moi, je suis fier de ce pays. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais on n'a jamais été victime de censure parce que, comme disait Lionel un peu auparavant, Ciseaux, excuse-moi, on est hyper en dessus du radar, tout le monde s'en fout de ce qu'on fait. Après, ce qu'on peut... c'est ça. Voilà. Nous, ce qu'on peut craindre, c'est l'autocensure. Voilà, à peu près c'est tout. Sinon, comme on vend très peu d'albums, enfin très peu, on vend pas beaucoup. Ouais, attendez, écoutez, oui, tout mis bout à bout, on est à 60 000 exemplaires. On a quand même 60 000. Mais on a quand même eu des best-sellers. C'est des baskets neuves. mais la plupart du temps, on est un petit éditeur, donc du coup, par exemple, on n'a pas fait autant de foin sur le dernier Vives qui s'appelle La décharge mentale, ou le premier, Les melons de la colère. Quand il les a fait chez nous, et dès qu'il les a fait chez Glénat, voilà, il s'est pris des censeurs dans la gueule. Mais bon, après, voilà, ça c'est le risque quand on fait ce genre de truc. Hein. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose d'un peu
sulfureux. Même le fait que Petit Paul le soit finalement une suite des Blancs de C'est colère. un spin-off, en fait, comme on dit en Amérique. C'est un spin-off. Donc finalement, vous n'avez pas eu un retour de bâton. Non, On bah aurait non, bien parce aimé, que, on parce aurait que bien personne- aimé, mais non. Pourquoi- on veut pas nous attaquer, nous. Ce serait complètement. Voilà, C'est une on perte s'attaque d'argent. pas, on s'attaque pas à des petits comme ça. Voilà, on préfère s'attaquer à des grands. Mais donc du coup, nous, on peut faire n'importe quoi. En fait. C'est ce qu'on fait. Alors, moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que c'est érotique ou pornographique? C'est même ni l'un ni l'autre en fait. Nous, on s'en fout que ce soit érotique ou Je dirais que pornographique. c'est coquin. Ouais. Ouais, Je dirais même cochon. C'est juste, Cochon. c'est juste d'aborder le cul, quoi. Voilà. Que ce soit le cul, que ce soit la sexualité, je sais pas comment on peut appeler ça, que ce soit le thème en fait. De toute façon, je crois qu'il y a des défis. La langue française est tellement riche que tout est défini. Voilà. S'il y a une pénétration et qu'on la voit, c'est pornographique. Voilà. Si Mais il y a tout le monde- des- si tout le monde est en slip, Il y a des c'est- livres BDQ dans lesquels il n'y a pas de pénétration. Voilà. Ah bon Donc bon. Bah, il y a un livre érotique dans la collection, en fait. Pour revenir à la censure, est-ce que vous avez déjà dit à un auteur oula, là, vous allez trop loin, on va pas pouvoir éditer ça? C'est arrivé avec Bastien. Bastien, Ouais, je me souviens ouais, que tu as eu un peu peur. Ah bah moi, j'avais hyper peur. Et on lui a dit. Le premier Vives, Fred a eu un peu peur. On est Moi, allé- j'ai été mort de on a trouille. demandé autour de nous si on risquait quelque chose et tout. Et puis finalement, non. Enfin, après, voilà. Après, Moi, on je a, pense- quand même, on a quand même parlé à l'auteur. On lui a dit nous, on trouve que c'est craignos. Si ça va arriver, bon, c'est quand même toi qui l'as fait, etc. Bon, on te suivra. Peut-être on ira ensemble en procès. Mais ça, quand même, c'est toi, c'est ta réputation, c'est ton nom. T'es vraiment sûr? Puis il a dit oui, il était hyper confiant. Voilà. Non, en plus, moi, je trouve à chaque fois que ces livres, c'est pas du tout des trucs horribles. C'est juste c'est des farces Oui, en fait. bon, oui, Donc c'est- voilà. c'est Après, une grosse farce. c'est des farces avec des enfants qui ont des sexes énormes, mais Oui. que J'ai l'impression qu'en ce qui nous concerne, la Ouais. censure est en panne pour la collection. Non, en fait, c'était quoi la question? Si on s'en avait censuré des auteurs? Non, Ouais, jamais. non. Jamais. Oui, on aimerait bien, oui. Mais- Bah, s'il y a des trucs qu'on trouve, s'il y a des trucs qui nous correspondent pas ou qu'on n'est pas prêt à défendre, oui. Mais après, Ah bah, oui. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait déjà la démarche d'aller vers quelqu'un et dont on connaît le travail, c'est pas le genre de chose qui va arriver, je pense. Ça s'est jamais présenté comme ça. non. Puis moi, pour l'instant, on s'est toujours dit qu'il y avait, on était capable de défendre un projet qu'on publiait parce qu'on ne voyait pas On voyait pas le mal. On voyait pas là où on pouvait l'attaquer en fait. Nous, on se disait, bah, moi, Même, je le ferais même pas Petit comme ça. Paul, alors j'ai pas lu Petit Paul, mais Terrible. je suis sûr que les attaques qu'il a subies, Sont infondés. voilà. C'est des gens qui n'ont C'est même pas des- lu le livre. Donc, c'est c'est toujours les mêmes là, tellement drôle. qui font chier quoi. Voilà. Jeune homme? Oui, c'est vrai. Une grosse C'est voix. l'avantage du tabac, ça. Et de l'alcool, hein, bien sûr, ne pas oublier, sans modération. Toujours pareil, hein, excessif de questions. Donc, tout à l'heure en introduction, monsieur, excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Hervé, merci. Vous avez parlé de Pif le chien par rapport. Et donc, je me disais, est-ce qu'avec le travail d'Anouk, l'historique de Pif le chien, on pourrait imaginer un crossover façon pas fait en cul, mais dans BDQ. Je pense que tu es bon pour monter une petite collection, toi. Hein J'ai un historique sur le sujet, on va dire. Ça sent, Et l'autre question, c'est il y avait Guillaume qui avait eu un prix même alternatif pour la bibite au bon Dieu. Ah oui, c'est vrai. Est-ce ce prix qu'il y a Charles eu Chapeau. Mais oui. d'autres auteurs de la collection BDQ qui ont aussi eu des prix et qui Mais jeune homme, ça a mis leur vie en ruine et qui maintenant sont Excusez-moi, mais je suis SDF extrêmement... Là, vous me décevez, pas extrêmement, mais Mais je un petit t'aime. peu. Puisque dans l'introduction, je vous expliquais quand... Je ne sais pas l'année où les archives ont brûlé, mais on a eu le prix Audace avec... comment ça s'appelle, le truc de skateboard, là? Teddy Beat. Teddy Beat, et c'était quand Art Spiegelman était président. On était sélectionnés, on pensait que c'était de la connerie, mais on a eu le prix Audace. Vraiment. Qu'on a essayé de rebaptiser Chaudasse, mais que l'auteur n'a pas voulu. Et
Parce qu'on mettait un sticker, dès qu'il y a un prix Angoulême, on met un sticker parce qu'on pense que les ventes vont hyper augmenter. Parce que tous les auteurs pensent qu'ils vont faire, en fait, avec un prix, ils vont vendre des milliers de. En fait, ce qui n'est pas vrai. Non, parce qu'il n'y a que le premier prix, il y a que le premier prix qui vend en fait. Oui, c'est ça. Ce premier prix Angoulême vend, mais après le reste. Voilà. Donc on a eu que 2 prix à ma connaissance. Ouais, Prix Charlie Schlago et prix Audace. Ah ouais. C'est Bouzard, il avait eu prix Schlago avec la Bébita. D'accord. Ouais. Il y a eu du lobbying, il y a eu beaucoup de lobbying. Par rapport à Pif le chien, ça, c'est à toi de voir si tu as envie de. Ouais, voilà. Bah, c'est très très loin de nos valeurs politiques, hein, Pif le chien. On est plutôt centre droit. Ouais, si tu as lu Monsieur Ferraille, tu vois à peu près où on se situe, quoi. Entrepreneur. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait que 2 auteurs qui avaient fait plusieurs tomes. Pourquoi est-ce que c'était la volonté des 2 auteurs, vous qui vous disiez Alors Morgan Navarro, lui, pourrait en faire 10. Hein. Donc, parce qu'il y a une forme de masochisme. Il y a des auteurs pour qui faire du cul, c'est vraiment, ils en ont vraiment envie. Il faut que ça sorte. Ça fait partie. Morgan Navarro, lui, c'est un truc. Il a déjà un 3e en préparation. Bon, le problème, c'est qu'il pourrait pas vivre de ça. Donc, du coup, il doit faire autre chose. Mais il serait capable d'en faire une bonne dizaine. Hein. Après, il y a d'autres auteurs. C'est qui les autres Bastien aussi, c'est pareil. Bastien peut en faire encore. Et il y en a un autre qui va nous en faire un 2e. C'est Aude. Oui, Aude qui va en faire un point. Mais bon. Et Eldon Guillermo qui prépare une suite de Bernadette, évidemment, qui s'appellera Bernadette fait du ski. Voilà. Oui, on se base sur parce que le premier Bernadette se situe au camping à la plage. Enfin, voilà, pour ceux qui ont pas vu. Voilà. On va essayer de surfer sur le succès des bronzés. Voilà. 2. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour augmenter les ventes, est-ce que vous n'avez pas pensé à vous faire attaquer par votre Copé en tribunal à l'Assemblée? Mais mais nous, on aimerait beaucoup avoir des procès ou des gens qui s'attaquent à nous. Par exemple, après, on pourrait prendre un avocat célèbre qui nous défendrait. On aurait un éclairage médiatique considérable et ça nous ferait le plus grand bien, mais ça ne se passe pas. On a même nos textes qui sont déjà prêts pour quand ils disent vous voulez dire. On a des longs tirades. On a essayé, hein, parce que Bastien il va loin des fois, mais non, ça marche, ça passe pas. Ça arrive pas, c'est comme ça. Les jeunes filles là-bas, peut-être. J'espère que c'est pas au sujet de cet enfant la question. Ne vous inquiétez pas. Oui, je voulais savoir si vous étiez traduit à l'étranger et si l'humour cul était universel. Alors, on est traduit, effectivement. Ça a déjà été, justement, Bastien Vives, il a été traduit en Espagne. Mais les Espagnols, on sait très bien que c'est des gros cochons. Et il y a les Canadiens, nous, on est une espèce de pourparler depuis 10 ans avec les Canadiens. Mais je suis pas très au courant. C'est moi qui m'occupe de moi international. Ça aboutit, ça foire. Et je crois qu'il y a aussi un truc avec l'Italie. Mais c'est pas un raz-de-marée, quoi. On aimerait bien arriver en Amérique du Nord, mais c'est la problématique là-bas. Donc l'Espagne, ça reste le meilleur filon. Et le cul est universel, je sais. Déjà, générationnellement, c'est pas universel parce que le cul qu'on aime nous, c'est pas du tout. Un peu le frontière. Parce qu'on était dans un atelier qui s'appelle l'atelier de la Villa. Ouais. Ce sont que des jeunes auteurs, comment ils s'appellent, Rupert et Mulot. Les Rupert et Mulot, les Lisa Mandel, tous ces jeunes-là, c'est pas du tout des sexualités qui nous concernent. C'est vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, je dirais que mondialement, c'est pas la même tasse de thé. Par contre, c'est très difficile en plus de trouver. On aimerait bien faire des BDQ avec des auteurs qui ont des sexualités de travers. Bon. On cherche aussi. Alors on cherche évidemment beaucoup de femmes, des étrangers de couleurs différentes, si possible. On cherche des gens de sexualités différentes, toutes confondues. Mais et on cherche des vieux aussi. Parce qu'on va lancer. On aimerait beaucoup avoir des vieux. On sous une collection qui s'appelle BD Vieux Cul. Et donc, on a déjà approché 2 ou 3 auteurs, dont on va tenir le nom secret. Non, des gens qui sont encore là, qu'on aime beaucoup. Et ça n'a pas encore abouti, mais on est en train d'essayer de. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on aime les anciens. Les vieux, c'est soit parce qu'ils n'ont plus de libido, ou alors mais ils sont difficiles à faire travailler, quoi.
J'ai du sang espagnol, donc je peux me permettre. Mais Guillermo May. Est-ce que vous avez envisagé, je sais pas, des auteurs mexicains ou japonais qui, au niveau Q, sont quand même pas mal branchés? J'ai l'impression que vous écoutez jamais quand on parle. Si, mais j'ai un cerveau réduit, c'est pour ça. On a Jiro Ishikawa qui sortira un BDQ en janvier. On a un japonais. Voilà. Et on a essayé d'approcher un argentin qui s'appelle Ed, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille dans la collection Mammouth, une collection de BD muettes pour enfants qui va 6, 9 et. Enfin bon, bref. Il s'appelle Mr. Ed. C'est complètement génial, mais on n'a pas réussi à faire aboutir le projet. Parce que, comme je vous disais, j'ai du sang espagnol, mais je ne parle pas hyper bien la langue. Du coup, on a demandé un anglais aussi, mais bon, qui nous avait envoyé. Et un suédois, je crois. Hein? Pas un suédois? Un suédois aussi, oui. Ouais. Et aussi des Finlandais. Ben oui. Ouais. Thierry, voilà, comment il après, s'appelle? c'est toujours plus facile de draguer les auteurs quand on les a sous la main. Hein. Donc c'est pour ça qu'on écume les festivals et tout ça. Donc, voilà. Mais la soirée des auteurs, c'est Tommy demain. Musturi, voilà, ça, je me rappelle. La soirée des auteurs, c'est demain. Mais nous, en fait, on est là depuis qu'on est là, on fait que ça. Nous, on voit Libératore, vous lui avez pas demandé? Alors Libérator, on l'a déjà approché plein de fois. Et, il veut plus faire de BD. Il a dit qu'il remettrait peut-être le couvert pour ça, ou alors un truc d'illustration. Enfin, ça a l'air compliqué, un peu comme Blutch. Donc on le garde dans la liste, mais on sait que ça va pas arriver. Mais à chaque fois qu'on le voit, on lui prend la tête, quoi. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, nous allons nous arrêter là. Merci à Ciseaux et Felder. Merci à Pierrot pour la régie. Merci à Régis pour la régie aussi. Et à nos deux charmants gardiens qui étaient là pour passer le micro.